Aldostérone, bienvenue sur Word Sauce et merci de nous recevoir dans l'endroit dans lequel tu vis à l'heure actuelle, ce qui est l'Angleterre. Enfin, est-ce que tu veux bien te présenter à l'audience de Word Sauce et nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais? Merci beaucoup pour ton invitation. Donc, je suis connu selon les gens. Il y en a qui me connaissent comme blogueur, d'autres me connaissent comme auteur. Ça dépend s'ils m'ont connu à travers mes canaux YouTube. J'en ai plusieurs. J'ai un canal généraliste où je traite de la politique et de divers sujets, des géostratégies, économie, tout ça. J'ai aussi un canal spécialisé en aviation. Donc, certains m'ont connu par le biais de celui-ci. Et j'ai probablement une quinzaine de livres publiés aujourd'hui. Et donc, beaucoup de gens me connaissent aussi à travers mes livres. Et donc, chacun me voit un petit peu à sa sauce, j'ai envie de dire. Très bien. Alors, j'aimerais bien commencer cette conversation parce qu'en fait, bon, donc je sais que tu résides en Angleterre, ça fait quelques années, que tu travailles aussi en Angleterre, si je me trompe pas. Et donc, ce dont je voudrais parler en fait, c'est, la perception que tu peux avoir, comme tu as eu des données longitudinales puisque ça fait plus que quelques années, plus qu'avant le covid, j'imagine que tu es installé en Angleterre et que tu vas et viens en Europe et cetera. Et moi, en étant, française, mais résidant à l'étranger et en travaillant beaucoup sur, l'Europe, l'Angleterre, les États-Unis et cetera, j'ai la sensation depuis quelques années qu'il y a d'énormes changements qui se passent, en Europe, particulièrement, et en Angleterre, c'est très significatif, depuis, on va dire, déjà covid, ça a été quand même assez brutal, et après covid, on voit que, il y a une succession de choses qui se passent, qui sont à la fois culturelles, sociales, politiques, et en fait, on a vraiment l'impression d'un changement d'époque. Voilà. Donc j'aimerais bien, avoir le pouls sur ça, de quelqu'un qui est là et qui vit, qui connaît bien, l'environnement dans lequel il est depuis, longtemps, et donc qui peut comparer les choses telles qu'elles étaient avant et telles qu'elles sont maintenant. Voilà. Merci pour cette question. Alors, je vis au Royaume-Uni depuis 17 ans. Donc, c'est un pays que j'ai vu évoluer. J'ai vécu aussi en Suisse, en France, en Allemagne. Et donc, j'ai quelques éléments de comparaison. Je peux comparer le Royaume-Uni à d'autres pays. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces dernières années, comme tu l'as évoqué, on a vu une dégradation extrêmement rapide du Royaume-Uni. On dirait que la période de la crise sanitaire a été une sorte de catalyseur ou d'accélérateur. D'autres peuvent voir le catalyseur ou l'accélérateur à partir du Brexit. En fait, le Brexit en 2016, c'était un vote qui était essentiel pour le pays. Et juste full disclosure, juste pour qu'il n'y ait pas de, je sois franc et transparent avec tout le monde, j'ai voté pour le Brexit. D'accord? Donc j'ai voté en tant que citoyen britannique, j'étais pro-Brexit. Pour des raisons qui nous avaient été promises à l'époque. On nous a dit, avec le Brexit, on sortira de l'usine à gaz de l'Union européenne, on subira moins la bureaucratie, on pourra reprendre le contrôle de notre économie, de nos frontières, de notre destin. Et donc, moi, à la base, étant africain, je suis très sensible à ce discours. Donc, je me suis dit, c'est une libération nationale quelque part, et puis je vais voter pour le Brexit. Bien entendu, par la suite, toutes ces promesses n'ont pas été tenues. Et on a un establishment politique qui est extrêmement cynique. Et aujourd'hui même, par exemple, notre dernier Premier ministre, Keir Starmer, il a fait campagne sur une feuille de route, il a fait campagne sur un programme. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a jeté ce programme à la poubelle et il a fait complètement le contraire. Donc on a atteint le cynisme, on a atteint le degré, on va dire 100% du cynisme. Ça signifie, un politique peut arriver avec n'importe quel programme, il se fait élire, une fois qu'il arrive au pouvoir, il se sent strictement pas attaché aux promesses qu'il a faites la veille. Donc on a l'arrivée de gens qui sont sans foi ni loi, de gens sans principe, on va dire littéralement les voyous de la politique. Et ces gens-là sont aujourd'hui dangereux. Et c'est ça qui fait que le pays est en train de s'enfoncer sur tous les points objectifs qu'on peut mesurer. Et si on fait une sorte d'analyse, un petit peu parapluie de différents domaines, donc en regardant, enfin moi de ce que je connais bien l'Angleterre, enfin j'ai travaillé à Londres aussi je vis, enfin j'ai de la famille qui est en Écosse, donc je vais très souvent à Édimbourg. Hem
Et en fait, on se rend compte qu'une ville comme Londres, par exemple, on a l'impression que Londres, qui était une ville extrêmement internationale, ça a toujours été le cas, mais qui était très cosmopolitaine, très effective, très productive. Par exemple, si on comparait Londres avec des villes européennes, on était beaucoup mieux à Londres, au sens où il y avait beaucoup d'innovation. L'entreprise, les gens étaient très entrepreneurs, etc. Donc il y a eu une phase pendant une dizaine d'années, justement, comme tu as dit, juste avant le Brexit, où on avait l'impression d'un dynamisme économique, d'un dynamisme intellectuel, même d'une sorte de dynamisme social, où en fait on arrivait à gérer un petit peu les gens de partout dans le monde sans que ce soit très compliqué ou très dramatique. Et puis là, on a vraiment l'impression on a complètement renversé la monnaie, et que donc là, on a des problèmes, mais qui sont absolument énormes, et pas seulement que dans la capitale, puisqu'on voit que ça se diffuse. Moi, j'ai voyagé un petit peu au Pays de Galles, en Irlande, et donc beaucoup en Écosse. Et donc la question que j'ai, c'est est-ce que la situation dans laquelle on est, où l'Angleterre se trouve, et après on discutera de l'Europe, est-ce que c'est une situation qui est en fait une conséquence de ce qui s'est passé avec le Covid, qui venait juste après le Brexit, donc qui était quand même une fracture politique, et puis ensuite on a eu une fracture à tous les niveaux, une fracture de santé, une fracture sociale, puisqu'il y a eu les lockdowns, etc. Est-ce que dans ton expérience d'avoir vécu là aussi longtemps, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est en fait un effet secondaire de choses qui n'ont pas été bien maîtrisées, qui n'ont pas été gérées, etc. Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment une sorte de virage idéologique dans un certain sens volontaire? Parce qu'on voit quand même des choses très bizarres qui se passent, à la fois un peu comme le Covid, qui se passe de manière similaire dans des pays qui n'ont pas de gouvernement similaire. Alors la question, même sans vouloir expliquer tout par les liens de tout entre tout, parce que ça c'est trop, mais on peut se poser la question de savoir comment ça se fait qu'en Suède, comment ça se fait qu'en Angleterre, comment ça se fait qu'en Allemagne, comment ça se fait qu'en Autriche, on finit par avoir les mêmes choses qui se présentent en tant que problème interne à un pays. Donc ça déjà, c'est curieux, c'était comme tout le monde fait des lockdowns, tout le monde va faire les mêmes procédures de modalités de traiter un virus, alors que chacun a ses modèles de pandémie, etc. Donc on a l'impression qu'on est tombé dans une espèce d'universalisme sur lequel personne n'a posé de vraies questions, ou on n'a pas voté dessus en tout cas. Et en même temps, on a l'impression qu'il est quand même là, cet universalisme-là, et que donc il y a une idéologie. Donc à ton avis, c'est volontaire, ou bien c'est juste un cataclysme d'incompétence et de non-gestion et de gens qui sont corrompus, donc qui font jamais le boulot? Qu'est-ce qui te semble arriver là? Alors si je regarde, ce que je vais constater, c'est que on n'a pas eu vraiment le Brexit, quelque part. Parce qu'on est aligné absolument sur les mêmes politiques de l'Union européenne, on est aligné sur l'OTAN. C'est vrai que même si le Brexit ne concerne pas l'OTAN, on est d'accord, mais quand même, on a un alignement extrêmement suspect sur toutes les politiques européennes. Et ce que fait l'Europe, on le fait aussi. Et d'ailleurs, notre Premier ministre, Keir Starmer, est extrêmement proche d'Ursula von der Leyen, il est extrêmement proche de Macron en France. Et quelle que soit la décision, pour juste donner un exemple au public, quand les bouchons attachés aux bouteilles sont arrivés en Union européenne, littéralement la même semaine, ils sont arrivés au Royaume-Uni. Alors que quand on va, par exemple, aux États-Unis, on les trouve pas. On est aligné sur l'Union européenne dans les moindres détails et on va même parfois plus loin. Ça signifie, par exemple, on a cette obsession climatique qui relève de l'idéologie, qui relève aussi de la corruption, parce que derrière, on en voit, c'est vrai que par rapport au public, on en voit les idéologues, il faut toujours voir ça. On a toujours les idéologues qui parlent, hein, des journalistes, des intellectuels, tout ça, qui vont utiliser des techniques de culpabilisation et tout. Donc là, on est dans la pure idéologie. Mais attention, derrière, il y a des milliards de subventions, il y a de l'argent public qui est détourné vers des intérêts privés, vers des intérêts étrangers, tout ça. Donc là, c'est toujours le même schéma. On avance avec l'idéologie et derrière, on camoufle le train financier. Notre Premier ministre, tout comme le roi, sont extrêmement proches aussi d'un organisme comme le WEF, le Forum économique mondial. Ils en sont extrêmement proches. Donc,
ceci crée aussi ces liens qui font que on va voir la même chose qui semble se passer dans plusieurs endroits parce que c'est des gens qui se parlent, c'est des gens qui se rencontrent, ils ont la même vision, une vision globaliste, une vision mondialiste. Ils se sentent apatrides, ils se sentent pas attachés vraiment au pays, hein, ils n'ont pas l'intérêt du pays dans leur cœur, mais ils ont un projet utopique mondial. Et donc, si le pays doit morfler, si le pays doit être détruit au passage, eh ben, ainsi soit-il. Par exemple, le Royaume-Uni, quand il y a eu en Géorgie, il y a eu la COP 29, hein, cette conférence sur le climat. Le pays le plus représenté à cette conférence était le Royaume-Uni. Ils ont dû envoyer 2 avions pleins de délégués. 10% des délégués étaient britanniques. Il y avait pratiquement 10% de la délégation euh, qui était britannique, on va dire. Donc c'était énorme. Il y a cette folie et dès qu'ils arrivent, on a par exemple aujourd'hui des handicapés qui sont privés de leurs aides. On a même des gens qui sont des tétraplégiques, des gens qui ont des maladies professionnelles et tout, qui sont cloués au lit et on leur envoie une lettre en leur disant on est désolé mais on va vous couper les aides. On a des vétérans, les quelques derniers survivants du débarquement de juin 44, l'État devait leur payer le voyage pour qu'ils aillent en Normandie, sur les plages, peut-être même pour la dernière fois de leur vie. Eh ben, l'État leur a dit, on est désolé, on n'a pas d'argent pour vous. Et en même temps, on est en train de dépenser des milliards, 30 milliards de livres sterling. On s'est engagé à fabriquer des machines qui captent le carbone de l'air. Je vais dire, la dernière fois que j'ai vérifié, j'ai étudié ça quand j'étais enfant, ça s'appelait un arbre. Mais eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils fabriquent des machines. Et en fait, on sait que derrière, il faut pas. Alors, ça a l'air d'être un emballement idéologique quand on regarde. Mais attention, derrière, cet argent est en train de partir pas au hasard. Il est en train de partir vers des startups. Et si on commence à chercher qui a de relation avec qui, on va trouver que il y a des reversements, il y a des financements occultes, il y a des politiques qui d'un côté décident d'une chose, signent un document ici, mais ils ont un pied dans la finance ou dans l'industrie du carbone et tout. On va aussi lancer des projets de capture de carbone de l'eau de mer. Je vous assure, c'est pas le 1er avril. Ça signifie on va aller vers l'océan et on va essayer de pomper le carbone qu'il y a dans l'océan, jusqu'à vider les océans de la Terre de leur carbone. Je veux dire, c'est quelque chose, c'est une folie entière, c'est une utopie. Mais des milliards vont partir là-dedans. Et on sait où ça va aller. On va dépenser ces milliards, puis au bout d'un moment, on dira, ben, on sait pas, l'argent est parti, ça a servi à rien. Comme d'habitude, c'est un classique ici, ça devient très répétitif. Donc la corruption joue un rôle extrêmement important dans ce que nous voyons. Alors il y a l'histoire de la corruption, donc ça je pense que c'est un qualificatif, universel malheureusement. Mais, il y a derrière aussi, les mêmes grands piliers. Donc on voit qu'effectivement l'obsession avec le climat, c'est un grand pilier. L'obsession avec, les pandémies, enfin on a vu, ce qui s'est passé avec Covid, puis ça a pas du tout été on n'a pas fait de post-script là-dessus. On n'a pas de jugement, on n'a pas de cours. Je sais qu'en Angleterre, il y a eu un grand scandale sur, les maisons de retraite pardon, les maisons de retraite, ce qui a été aussi le cas aux États-Unis, ce qui a été le cas en France aussi, mais avec le décret Révotril en France, qui avait été voté, au Royaume-Uni, c'était le midazolam, et cetera. Donc là, on a vu qu'il y a eu des excès absolument incroyables, des abus autoritaires absolument incroyables, et il y a eu aucun effet rétroactif, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on est passé à autre chose. On est passé à autre chose au niveau de l'Europe en entier. Il y a qu'aux États-Unis, on commence à écouter un certain nombre de choses où là, ça commence à sortir. Mais on a l'impression que non seulement il y a cette histoire de corruption, mais que derrière, quand même, il y a ces porteurs d'idéologie là qui donc tu expliques qu'ils se rencontrent et qu'ils ont le Bilderberg, ils ont le WEF, etc., etc. Ok. Euh, mais en même temps, il y a quand même des gros problèmes fiscaux, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de dette, il y a des problèmes de santé, santé publique des gens qui sont vraiment dans des états absolument catastrophiques. Il y a des problèmes d'immigration, il y a des problèmes d'innovation, c'est-à-dire par exemple là, on est en train de passer un cap essentiel qui est l'intelligence artificielle. Les pays européens ne sont pas du tout au fait de ce qui est en train de se passer. Est-ce que dans l'état actuel des choses, comment tu vois le futur de ces pays-là? C'est-à-dire de l'Europe étendue, c'est-à-dire l'Europe avec le Royaume-Uni dedans, en fait, parce que Ouais.
Oui, l'Europe est en train de rater la révolution de l'intelligence artificielle. Parce que l'Europe, ce qui est en train de se passer, c'est que là où des pays comme les États-Unis et la Chine investissent beaucoup d'argent sur la recherche, sur la formation en sciences dures, ça signifie des ingénieurs et des gens qui sont capables de fabriquer la technologie de demain. L'Europe est plus en train d'investir dans le gender, dans le climat, dans les sciences sociales et tout ça. Et donc, effectivement, on est décalé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Europe a développé une sorte d'obsession pour l'interdiction et la réglementation. Ça signifie, dès que quelque chose arrive et que on comprend pas, on se dit, bon, en réglemente, on interdit. On a ce réflexe-là. Comme par exemple l'intelligence artificielle. Effectivement, il n'y a aucune intelligence artificielle européenne digne de ce nom. Ils ont tenté de fabriquer une IA en France. Je veux dire, on n'était même pas capable de faire une opération de multiplication. C'est ce qu'une calculatrice des années 70 peut faire. Donc, on est de plus en plus has-been. Et aussi, une des raisons pour laquelle on est has-been, j'ai pas envie de faire passer le message que les Européens sont nuls et que, de toute façon, ils sont has-been parce qu'ils sont nuls. Non, c'est pas ça mon message. Autre chose. Quand on regarde, que ce soit en Chine ou aux États-Unis, ces entreprises qui sont à la pointe de l'IA, il y a beaucoup d'Européens dedans. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les gens en Europe qui veulent créer, qui ont de l'initiative, et ces gens-là, ce sont ceux qui, dans chaque civilisation, poussent le pays vers l'avant. Eh ben, ces gens, on est en train de les chasser. Parce qu'on les brise tellement avec des réglementations, avec des chaînes, on leur déroule. Là où dans d'autres pays, on leur déroule le tapis rouge, en Europe, on leur déroule la feuille d'imposition. On n'a même pas commencé à créer une entreprise. On n'a même pas commencé à parler. Que déjà, on a les feuilles d'imposition qui tombent, les réglementations. Et d'ailleurs, si on regarde aujourd'hui, les grands noms qui nous viennent en tête par rapport à la technologie, si je regarde les trois grands clouds au monde, on a le cloud AWS, ben, il appartient à Amazon, c'est américain. On a le cloud Azure, ben, il appartient à Microsoft, c'est américain. On a le cloud GCP, le Google Cloud, il appartient aux États-Unis aussi. Donc, et on a Alibaba Cloud qui appartient à la Chine. Pourquoi on ne peut pas avoir un cloud de cette dimension en Europe? Parce qu'on serait tué par les impôts, la fiscalité, l'URSSAF et les petits fonctionnaires avant même d'avoir commencé. Donc si demain un Européen ou un groupe d'Européens avait une idée géniale pour un cloud, tu sais ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont aller le créer à Dubaï, ils vont aller le créer aux États-Unis parce que là-bas, on va les aider, on va leur dire, viens, je te déroule le tapis rouge, fais-le, on aime bien les gens qui réussissent, on aime bien les gens avec des idées. Et voilà. Et l'Europe est en train de jouer perdante là-dedans. Donc l'Europe est en train de se transformer, je vais dire grossièrement, en un tiers-monde. Mais même le mot tiers-monde, je l'aime pas parce que le tiers-monde est en train de se développer. Le tiers-monde vraiment est en train de se développer par rapport à là. Mmh. Mmh. Il suffit de prendre beaucoup de villes du tiers-monde aujourd'hui. Je demande aux spectateurs, aux gens qui nous écoutent de faire ça. Tu prends n'importe quelle ville en Afrique et tu googles le nom de la ville plus hôpital et tu vas voir le nombre d'hôpitaux. Il y a des villes, elles sont entourées de 50 hôpitaux. Et beaucoup, tu vas voir, ouverts 24 heures sur 24. Ils ont investi sur des routes, sur des ponts, des aéroports, des infrastructures, des universités, machin, pendant que nous, on est en train d'investir sur les captures de carbone. Voilà le problème. Et bien entendu, comme tu l'as dit, par rapport au Covid, on n'a fait aucun examen de conscience. Il y a des gens qui doivent être en prison aujourd'hui. Normalement, si nous étions des pays dignes de ce nom, il y a des gens qui auraient dû croupir en prison. Nous, au Royaume-Uni, on a eu, pendant cette période du Covid, ce qu'ils ont fait, ils ont gelé les institutions et ils ont commencé à distribuer des contrats publics valant des centaines de millions à leurs copains par WhatsApp. Moi, je travaille dans les ventes. Pour obtenir un contrat public, ça dure des années. Il faut beaucoup de travail, il faut montrer patte blanche. Il faut prouver qu'on n'est pas là pour voler l'argent des contribuables. Il faut prouver qu'on va donner aux contribuables de la valeur contre l'argent qui va avancer. C'est très compliqué, ça passe par beaucoup de commissions, beaucoup de niveaux pour être approuvé. Là, des mini-ministres par WhatsApp ont donné des contrats publics à un barman. Un gars qui n'avait aucune expérience. On lui donne un contrat public valant des dizaines de millions. Il va juste créer une entreprise et le lendemain, il a le papier, il a l'argent. Et cet argent a été gaspillé, dilapidé, tout ça. Et personne n'a été puni ou arrêté ou autre. Pas du tout. On a des mafias internationales aussi. Parce qu'à un moment donné, on a dit aux entreprises, vous fermez et on vous donne des aides. Alors ce qu'on a, on a eu des mafias internationales qui sont venues au Royaume-Uni, qui ont commencé à créer des entreprises, des coquilles vides, juste avec une boîte aux lettres, et immédiatement à les appliquer pour les aides Covid. Donc elles ont pris des milliards, disparu aussi, partis vers d'autres cieux. Voilà. On a eu une application qui s'appelle Test and Trace pour tracer les gens, une application qui n'a jamais complètement marché et qui n'existe plus aujourd'hui. Elle a coûté 30 milliards. Je dis pas 30 millions, je dis 30 milliards. On ne sait pas où les 30 milliards sont partis. Une 30 milliards pour une app, pour tracer des gens. Hein. Je peux avec deux gars fabriquer un MVP, donnez-moi une semaine, je vous fais un MVP.
Eux, 30 milliards, ils ont gaspillé, brûlé comme ça. Donc on est dans un grand pillage aussi. Et cet argent qui est en train d'être pillé aujourd'hui par tous ces scandales à répétition, c'est l'argent qui manque dans les routes, c'est l'argent qui manque dans les hôpitaux, c'est l'argent qui manque aux retraités, c'est l'argent qui manque à la police, qui manque à l'armée, qui manque pour le contrôle des frontières, parce qu'il n'y a pas de crime sans victime. C'est vrai que si on a une petite corruption, un gars qui fait passer une note de frais abusive par-ci, par-là, un type qui a des notes de taxi un petit peu élevées, ça peut aller encore à l'échelle d'un pays. Mais sauf qu'aujourd'hui, on a tellement de pillages que ça commence à se voir. Voilà. Il suffit de marcher dans le pays. On a un pays vétuste, on a un pays qui est en train de s'effondrer. Et bien sûr, ben, parce que voilà, l'argent a été pris ailleurs. C'est simple. Alors là, il y a une autre question qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est que fait le peuple? Que font les citoyens? Parce que, si par exemple je compare avec, un pays adjacent, on va dire les États-Unis au sens adjacent culturel, c'est pas les mêmes pays bien sûr, mais là, eux aussi, ils ont eu, un certain nombre de choses qui leur est arrivé pendant le covid. Ils ont une dette énorme, ils ont des abus et cetera. On voit avec ce que Doge est en train de sortir et cetera et là, eux, quand même, à un moment donné, bon ça a duré pendant des décades, mais quand même à un moment donné, voilà, enough is enough et donc ils ont voté, voilà, ils ont choisi quelque chose qui est hors, on va dire hors système ou tel que le système politique était, jusqu'à présent. Heu et on a l'impression que même si on ignore la politique, on ignore, Donald Trump, on ignore l'administration Trump actuelle, on voit que dans la population elle-même et ça se sent très bien quand on écoute, différents podcasts, américains, PBD, Tucker Carlson, Joe Rogan et cetera. On voit qu'il y a dans la population, à tous les âges, les retraités, les jeunes et cetera, qu'il y a eu un tournant. Au sens où ils se sont dit: «Non mais là ça peut pas continuer comme ça. On peut pas, avoir les problèmes qu'on a avec la Chine, on peut pas avec les problèmes d'export et d'import, avec la dette qu'on a, avec les abus, les trucs qui marchent pas, les administrations énormes et cetera. Le covid, les guerres en permanence, stop». Donc là, on s'est rendu compte que même si c'est pas sur l'entier territoire, si c'est pas complètement unanime, c'est quand même plus que la majorité puisqu'il a gagné, tout ce qu'il y avait à gagner, on va dire, au sens du vote et que même dans la population, on sent un changement de ton. Que le wokisme, bon, bah, ça arrive à la fin d'un cycle, là, que ça passe plus aussi facilement que ça passait il y a 4-5 ans, que les histoires de climat, bon, bah, les gens posent des questions, que les histoires de santé, les gens posent des questions, que les histoires d'abus politiques, les gens posent des questions. Et donc là maintenant, on a l'impression que là-bas, au moins, le citoyen écoute ce qui se passe et que tout d'un coup, il a dit, bah non, ça maintenant, stop. Alors, ma question que je pose moi déjà même avant le Covid, ça se voyait déjà avant le Covid, mais ça s'est vu vraiment très très fort pendant le Covid et juste là après, c'est-à-dire pendant les 5 ans, on s'est pris ça. La population européenne, à mon sens, a semblé accepter tout ce qu'on lui mettait dans le visage, les choses les plus ineptes, et au lieu d'avoir un raz-de-marée citoyen, c'est-à-dire qu'on soit docteur ou pas docteur, qu'on soit employé ou au chômage, etc., que ça, c'était des choses qui étaient essentielles et communes à tous qui vivions dans ce pays-là. Eh ben, on a eu l'impression qu'on est passé bah, j'accepte tout pour un café, j'accepte tout pour une pizza, j'accepte tout pour entrer dans un avion, que j'accepte toutes mes pertes de liberté, que j'accepte qu'il n'y ait pas de preuves cliniques de ci, de ci, de ça, qu'on me mute, qu'on me mette un masque, que les enfants aillent plus à l'école. J'ai accepté tout. Et là, après, on est passé à autre chose. On a encore un petit peu plus de wokisme, encore un petit peu plus de DI, encore un petit peu plus de climat. Et ça passe. Et ça passe. Et ça passe. Et on est de plus en plus taxé. Et comme tu l'as dit, les routes, il y a des potholes partout. Les hôpitaux, ça s'effondre. L'éducation, ça s'effondre. Mais qu'est-ce qui se passe avec la population européenne qui ne dit rien? Alors, c'est une question extrêmement intéressante. Quand j'étais aux États-Unis, je parlais aux gens. Moi, j'aime bien parler aux gens. La dernière fois que j'étais aux États-Unis, c'était pendant la passation de pouvoir, quand Trump était en train d'accéder au pouvoir le 20 janvier. J'étais à Washington et je discutais avec les gens. Je monte dans l'Uber, je parle, je rencontre un voisin, je discute et ainsi de suite. Et les Américains sont très open. Contrairement aux Européens, l'Américain est très approchable, hein. Je suis je sais pas, par exemple, une fois, j'étais dans le métro à San Francisco et puis il y a un gars, il se lève, il arrive.
Il dit: «Mais oh tes chaussures!» J'adore parce que, juste avant de partir, j'avais acheté des chaussures de sport à Londres, c'était des Adidas, qui n'étaient pas encore sortis aux États-Unis. Mais moi, je n'y connais pas du tout en ces trucs-là. Moi, je suis arrivé, j'ai dit: «Donnez-moi ça». Je les ai pris, je suis parti. Je savais pas que j'avais pris un modèle qu'il y avait pas aux États-Unis et le mec, il était passionné par mes pompes, il n'arrêtait pas de parler et tout. Ils sont très approchables, déjà, premièrement. Deuxièmement, malgré les critiques, on les critique, on aime bien, je sais qu'en Europe, on a ce sentiment de supériorité sur la planète entière. On critique les Asiatiques, on critique les vrais Africains, les Américains, tout ça. On est nous, le top en Europe, on est au top de la pyramide. Mais, quand on parle aux Américains, c'est un peuple extrêmement éveillé, très politisé. Ils savent, si on leur demande, j'ai vu des gens, par exemple, avec près de la Maison Blanche, il y avait un gars avec sa femme, sa fille, son chien. Il portait une casquette MAGA. Ben, je l'ai regardé, il m'a regardé, je dis hi, il s'est arrêté, on a commencé à discuter. Et puis, lui était choqué par ce qui se passait en Europe. Et je lui ai donné la vision que d'Europe nous avions des États-Unis. C'était un dialogue ahurissant. Mais, jusqu'à la gamine de 16 ans, ils étaient tous très éveillés politiquement, ils savaient tous pourquoi ils votaient, et ils avaient cette conscience nationale, cette fibre patriote qui est très affirmée chez eux, ils sont très fiers et tout. Mais c'est un peuple, ils ont le droit de porter des armes. C'est un peuple, ils ont un amendement qui les protège contre la liberté d'expression. Là, il n'y a pas cette notion de ah oui, c'est un propos haineux, il a dérapé, tout ça. Non, sincèrement, quand j'étais aux États-Unis et quand je dialoguais avec les Américains, j'avais l'impression que les Européens étaient des hamsters. Sincèrement, face à un Américain moyen, l'Européen moyen est un hamster. Il est enfermé, il est englué dans une administration qui contrôle le moindre fait et geste. On arrive aujourd'hui à contrôler on a la police du climatiseur, on aura bientôt la police du chauffage, on a des organismes étatiques qui nous disent oui, bah le jean, on n'est pas obligé de le laver à chaque fois, on peut le porter X fois, on peut dormir tant de fois sur son lit, la bouteille, le machin, la paille. Je veux dire, si j'utilise une terminologie d'entreprise, je dirais qu'il y a un micromanagement de notre vie en Europe. C'est un peu comme lorsqu'on arrive dans une boîte et t'as ce manager qui te casse les pieds sans arrêt parce que il est tout le temps sur ton dos, il est tout le temps en train de gérer le moindre fait et geste. En Europe, on va faire ça. On sait pas qu'on va faire ça, on est dedans. Et on n'a rien vu encore. On va de plus en plus vers un contrôle. Ils nous prennent pour des hamsters, ils veulent nous contrôler. Alors, le peuple ne réagit pas. Pourquoi? Je peux répondre par exemple au Royaume-Uni. Le peuple, il réagit pas, il réagira jamais, parce que le peuple britannique n'existe pas. C'est terminé tout ça. Ça, c'est une notion du passé. Ça vient même pas de moi. C'est Margaret Thatcher en 92. There is no such a thing as a society. Elle a dit clairement, il n'y a pas de société. Il n'y a pas de société, c'est fini. Alors à l'époque, peut-être que ce qu'elle a dit semblait un petit peu avant-gardiste, parce qu'il y avait encore un fond, un restant, on va dire, de société britannique. Aujourd'hui, on est en 2025, et je peux annoncer au public, il y a rien, il y a pas une chose qu'on appelle le peuple britannique. On est dans l'individualisme exacerbé, chacun pour soi. Les gens regardent ce qui se passe chez eux, leur télé, leur frigo, leur travail, leurs enfants, leurs chiens. C'est tout. Alors pourquoi ça a été brisé? Il y a l'individualisme exacerbé, déjà. Il y a le fait que la multi-ethnicité signifie le multiculturalisme, fait que ceux qui viennent du Pakistan, quand on rentre chez eux le soir, la télévision, elle parle, ils sont branchés sur la télévision pakistanaise, et le dialogue, quand ils parlent, c'est quoi la préoccupation? Il y a eu, je sais pas, il y a des élections au Pakistan, il y a eu un tremblement de terre là-bas, il y a, je sais pas moi, des problèmes économiques. Ils sont focalisés là-dessus. Les Indiens regardent dans la direction de l'Inde. Et les gens qui viennent des Caraïbes, ils regardent dans quelle direction? Leur problème, c'est le problème des Caraïbes. Et donc, chacun parle sa langue de son pays, et en fait, on est devenu une sorte de peuple de gens qui se côtoient, qui vivent sur la même terre, qui passent l'un à côté de l'autre, mais qui ne forment pas de société, qui ne forment pas de peuple. Donc tout peut arriver, tout peut nous arriver, et au pire, quand on en a ras-le-bol, quand il y en a un à titre individuel qui en a ras-le-bol, il prend ses affaires et il part. Hein, les gens partent de plus en plus. Il y a un exode massif du Royaume-Uni. Mais en tant que peuple, il n'y a pas de solution collective, il n'y a que des solutions individuelles en fait. Et ces solutions individuelles, ça se manifeste comment, par exemple? C'est-à-dire que chacun change sa vie, vu les données et qu'il se dit: «Bah, voilà, ça c'est plus pour moi maintenant, donc je change». Oui, c'est ça. Si par exemple j'habite à Londres et je suis dans un quartier et ça commence un petit peu, les crimes au couteau, tout ça, ça commence un petit peu à aller mal, je prends mes affaires, je vais aller habiter à Oxford. Si Oxford, je vois qu'il y a de l'inflation, ça devient trop cher pour moi, je vais peut-être aller à Leeds.
Si Leeds, je trouve qu'il y a de la criminalité encore et tout, bon, je vais peut-être réfléchir à partir ailleurs. Mais c'est toujours individuel. Si l'école à côté de chez moi est pourrie, je vais tenter d'aller vers un autre endroit où il y a une meilleure école. Mais c'est une fuite en avant, c'est une fuite sans lendemain, parce que chaque fois qu'on trouve un endroit qui est préservé, il sera pas préservé pendant longtemps. Au bout de quelques mois, quelques années, bon, il va s'effondrer là aussi. Et la migration interne ne résoudra pas le problème au bout d'un moment. D'autant plus qu'on a un déclassement massif. Les classes moyennes sont en train de s'enfoncer. Et il y a ça aussi. Il y a un déclassement. Alors, on leur promet l'écologie durable, mais la seule chose de durable, c'est le déclassement. D'ailleurs, des fois, je le dis en anglais. We are making Britain poor again. Donc j'utilise, hein, comme il dit Trump, Making America Great Again, ça signifie rendre aux États-Unis leur grandeur again, encore une fois, hein, parce que il part du principe que l'Amérique ou les États-Unis avaient une grandeur et on veut la restaurer. Maintenant, il faut savoir une chose, le Royaume-Uni est un pays très pauvre. Hein, le Royaume-Uni, pendant des siècles, il y avait des endroits dans le Royaume-Uni où l'espérance de vie était de 17 ans. Hein. Mmh. Mmh. Des enfants travaillaient dans des chenilles. On envoyait des enfants travailler 24 heures sur 24 jusqu'à ce qu'ils tombaient de sommeil, jusqu'à ce qu'ils tombaient de fatigue. On avait, je peux même donner des noms, hein. Les gens peuvent googler ce qui est arrivé à Anne Walkley. Elle était à Londres, elle a travaillé jusqu'à soit elle travaillait dans elle fabriquait des robes, hein. C'était une couturière, elle fabriquait des robes dans un atelier où elles étaient tous collées les unes aux autres parce qu'il y avait des balles de la noblesse, hein, donc il fallait très vite fabriquer des robes. Elle est tombée raide morte au travail. Ça, c'est le Royaume-Uni. Ça, c'est ce qui l'a sauvé, c'était la révolution industrielle de 1760. Et c'est ça qui a réussi à redonner un petit peu un bon niveau de vie à tout le monde. Sauf que on est en train de revenir sur les acquis de cette révolution-là. On est en train de revenir en arrière. Donc on est en train de chasser les industries, on est en train de développer une phobie énergétique. Si en 1760 ils avaient une phobie énergétique et ils pensaient que le Royaume-Uni est un pays très chaud et qu'il était à la veille d'un cataclysme qui serait causé par le réchauffement de l'atmosphère, il y aurait pas eu tout ça. Hein, on serait aujourd'hui comme le Somaliland, ou on serait comme le Sud-Soudan, ou on serait de ce niveau. Hein, parce que, sincèrement, il faut pas se mentir. Le niveau de vie naturel au Royaume-Uni, c'est le Sud-Soudan. On a réussi, grâce à des lois libérales, d'attirer la finance. On a réussi à faire de l'accumulation primitive parce qu'il y a une époque où on était impliqué dans le pillage des Indes, etc. Il y a de sales époques quand même. Donc, le fait que le Royaume-Uni est un pays riche n'est pas quelque chose de naturel qui va de soi. C'est un événement historique, c'est des circonstances historiques particulières et uniques qui ont permis au pays d'être riche. Mais si on revient dessus, on redevient pauvre, et peut-être qu'il n'y aura pas d'autre évolution dans le futur pour nous sauver. Voilà l'idée. Et donc ça, par rapport à ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire que là aussi, donc la population, elle semble, au mieux, on va dire résignée. Donc là, il y a quand même des cultures assez différentes. Il y a les Allemands, il y a les Autrichiens et les Italiens, à part Meloni qui a l'air de pas entièrement suivre la voie von der Leyen et autres. On a l'impression que cet affaissement-là que tu as bien décrit, il existe totalement en Europe. C'est-à-dire qu'il y a un affaissement d'abord, il y a un affaissement intellectuel. Ça, c'est très clair. Je pense que quiconque a plus de 20 ans ou 30 ans à l'heure actuelle et donc passé dans des institutions d'études supérieures, etc., et a un sens de la culture générale, de l'érudition, etc., on voit qu'on est vraiment. Je rappelle un livre excellent qui s'appelle La manufacture du crétin ou des crétins, je ne me rappelle plus si c'est singulier ou pluriel, mais qui décrit absolument une sorte de destruction volontaire à l'intérieur de l'éducation qui transforme donc quelqu'un à qui normalement on devrait apprendre à lire, à écrire, à compter, à réfléchir. Déjà, si on avait fait ça seulement, c'est déjà très bien. Et on a remplacé ça avec une fabrique de consommateurs. Un consommateur complètement neurologiquement, on va dire, déplogués. Et donc, bon là, on a bien vu avec le Covid, c'était une question de sens commun. Il fallait pas avoir un PhD, un MD pour comprendre que quelqu'un qui vous dit l'immunité naturelle, ça n'existe pas, et qu'on peut vacciner les femmes enceintes, bon, c'est fin de l'histoire, ça s'arrête tout de suite, on n'écoute pas la phrase qui suit. Or là, même ce genre de sens commun qu'on avait, on l'a perdu. Donc il y a une grosse crise je sais pas, intellectuelle, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a une grosse crise de capacité à avoir du sens commun au jour le jour, au quotidien. Il y a un énorme problème de santé mentale, je pense aussi.
Alors, sans être dans le diagnostic nécessairement, on voit bien qu'il y a des tas de gens qui sont complètement à la dérive, qui ont plus de racines, qui ont plus de sens de cohérence, qui ont plus d'intentionnalité dans leur vie. Ça sert à quoi le travail que je fais? Ça sert à quoi la maison que j'ai achetée? Ça sert à quoi les dettes que j'ai? Je vais où avec ça? Donc c'est un espèce une destruction qui est vraiment assez, profonde de l'individu. Alors en même temps, on a une société hyper individualiste et en même temps, on a détruit la capacité de l'individu à être entier, à créer des networks et une communauté et avec cette communauté, être très fort, quels que soient les gens en face, que ce soit un gouvernement, une armée, et cetera. Donc ça, moi, ce qui me fait très peur, c'est qu'en fait, on a toute une génération qui ne veut plus se battre pour rien. Donc si on veut rien défendre, je me pose la question de savoir qu'est-ce qu'on détient. Parce qu'en fait, quand on détient quelque chose, il va falloir à un moment donné que quelqu'un va venir et dire bah voilà, je le prends et alors qu'est-ce que tu vas faire? Et si à ce moment-là on fait rien, eh ben c'était peut-être jamais à nous en fait. C'est peut-être pas une valeur, c'est peut-être pas quelque chose auquel on tient. Donc on est un peu dans cette étape-là on a l'impression que, bah, ça va, en fait, on m'impose ça, OK, on m'impose ça, OK, plus de taxes, OK, les hôpitaux marchent pas, OK, l'éducation, il y a plus rien, OK. Et je me demande jusqu'où ça va aller. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a une limite ou est-ce que c'est la grenouille qui est bouillie à point et puis bon, en fait, on attend qu'elle soit bouillie complètement? Et donc c'est quoi, l'issue à la fin de ça pour la population? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où la population dit: «Beh, tu sais quoi? Il y a quand même un truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut arrêter de payer». C'est-à-dire que bon, sans être révolutionnaire, je veux dire l'argent il sort pas d'un miracle. L'argent il sort du compte des gens, il sort du portefeuille des gens, des taxes, des peu de gens qui payent leurs taxes en Europe, parce qu'il y en a pas des tonnes et des entreprises qui payent leurs impôts. Donc si demain ça s'arrête pendant 48 heures, il se passe quoi? Là, il y a pas de violence, il y a pas en disant: «Bah, alors maintenant tout ça, ça s'arrête, sinon les 20%, les 30%, peu importe quoi par pays qui travaillent, on va plus travailler, on reste chez nous, on ne consomme plus et on ne paye plus les impôts». Donc ça, même cette réflexion-là, je pense que je l'ai eu des tas de fois, j'ai essayé des tas de fois de discuter de ça avec des amis, des collègues européens, et cetera et vraiment c'est comme si je parlais d'un truc absolument, révolutionnaire, de complètement débile. C'est-à-dire que non, ça n'arrivera jamais parce que justement, qui va organiser ça? La question qu'on me répond, la chose qu'on me dit à chaque fois, mais qui va faire ça? Qui? C'est tout le monde. C'est pas qui. Il faut pas attendre un leader. Tout le monde est capable de le faire. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Oui, en fait, je comprends, ton idée est révolutionnaire et subversive, j'aime bien, c'est pour ça que je l'aime bien. Ça signifie que à un moment donné, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est que déjà, c'est quelque part en train d'arriver. Parce qu'on a des jeunes, par exemple, qui ne veulent plus travailler. C'est pas qu'ils travaillent, disent je paye pas d'impôts, parce qu'ils savent que de toute façon, on le leur prendra manu militari. Même s'il dit, moi, je paye pas, je fais pas de déclaration d'impôts, c'est pas grave, on viendra lui saisir le compte par le biais de la banque et tout. Puis, voilà, on peut même le saisir au niveau de l'entreprise qu'il payera pas. Donc, mais par contre, il y a plein de gens qui disent, moi, j'ai pas envie de travailler, j'ai vu mes parents se tuer au travail. Moi, je suis censé travailler encore plus qu'eux et je ne vais peut-être jamais accéder à la propriété. Je vais jamais pouvoir fonder de famille, je vais jamais pouvoir parce qu'on est quand même en train de voir aujourd'hui avec les nouvelles générations, qui sont les premières générations depuis longtemps, être plus pauvres que celles de leurs parents. D'ailleurs, en réalité, même leurs parents étaient plus pauvres que leurs parents. Mais comment leurs parents ont réussi à s'en sortir? Ils s'en sont sortis avec la dette. Aujourd'hui, on a un endettement. Il faut savoir que pendant très longtemps, on ne prêtait pas au public. Le prêter au public de manière massive, comme on le fait, c'est très nouveau dans la civilisation. Avant, on pouvait prêter aux entreprises, par exemple. Oui, là, on prêtait aux entreprises. Mais prêter au grand public, il a fallu attendre l'invention des cartes de crédit, des prêts à la consommation et tout ça, pour que le public puisse s'endetter de manière massive. Et pourquoi? C'est pour compenser l'effondrement de son niveau de vie. Parce que tout simplement, sans jamais leur avoir, on aurait dû leur dire, hein, on aurait dû au moins leur dire, écoutez les gars, l'Europe, c'est terminé, c'est fini. Vous allez vous enfoncer dans la misère. Non, on a commencé doucement à leur retirer du pouvoir d'achat, par l'inflation, par la taxation, par les détournements. Et en fait, les gens ont senti que leur pouvoir d'achat s'enfonçait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en réaction? En réaction, on leur a mis la solution sous le nez. Tiens, une carte de crédit. Tiens, une deuxième carte de crédit. Tiens, il y a un crédit à la consommation, si tu le veux. Et ça a permis aux gens
d'acheter des voitures, d'acheter des télévisions, d'avoir des habits, de voyager, tout ça. Mais en fait, tout ça n'est pas durable, n'est pas sustainable. Mais alors, quand on arrive maintenant à leurs enfants, à leurs enfants, ils ont déjà des parents qui sont endettés jusqu'au trognon, et eux-mêmes trouvent que des boulots précaires. On a des 0 heures ici, ou on a des boulots ubérisés, ou on a des livraisons, ou des boulots à l'heure. Bah, franchement, il y a plein de jeunes qui disent, moi merci, je travaille pas. Et aujourd'hui, au Royaume-Uni, on a une explosion de jeunes qui se déclarent en arrêt maladie longue durée, voire permanent, pour des raisons mentales. Ça signifie la jeunesse est en train de perdre la tête, littéralement. Et ils disent, moi, je travaille pas. Voilà, merci, je reste là. Je reste à la maison, je joue à la PlayStation ou autre chose, ou je dors, ou je végète, ou je regarde des séries Netflix, mais moi, je vais pas travailler. Il y a plein de gens qui ont fait ce choix de ne pas travailler. Et c'est terrible. Comment allons-nous faire face à la Chine, ou faire face à d'autres économies, ou faire dans cette économie mondialisée, comment allons-nous creuser notre propre place si on a démotivé, démoralisé les jeunes jusqu'au moment où ils préfèrent ne pas travailler. Bon, ben voilà, quoi. Mais je les comprends, les jeunes, hein. Je suis pas en train de leur en vouloir, je suis en train d'expliquer comment ils sont arrivés à la situation qui est la leur. Voilà. Et je comprends aussi qu'ils ont réalisé quelque chose. Ils ont réalisé que peut-être le pays, hein, tu as dit, veulent pas se battre pour le pays. Moi, je me bats pour aucun pays. Moi, si demain on est envahi par je sais pas qui, je dis, écoute, donne-moi 5 minutes, hein, je prends mes affaires, tout ça, je prends un sac à dos et tout. Voilà. Vous vous entretuez entre vous, hein, vous entretuez, quand vous avez fini, moi je viens. Parce que je n'ai pas envie de mourir ou donner mon enfant qu'il allait se faire tuer pour une médaille made in China et un drapeau. Hein, ça n'arrivera pas. D'accord. Il y a plein de gens qui vont m'écouter, de oui, Aldo, toi, franchement, moi je me bats pour mon pays. C'est pas ton pays, t'as jamais eu de pays. Hein, t'as jamais eu de pays. Et je suis désolé de te le dire. Hein, j'avais vu une fois une femme sur Internet, c'est une sorte de modèle si on veut, elle vendait ses photos et tout. Et il y avait un gars qui n'arrêtait pas de lui donner de l'argent. Il n'avait aucune communication avec elle. Il ne l'a jamais rencontrée, ni rien. Juste, il lui envoyait de l'argent, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Est-ce que ce gars, il peut dire que cette nana, c'est ma copine? Mais non, ouais, c'est grotesque, il peut pas dire ça. C'est pas parce que tu la payes que c'est ta copine, arrête tes conneries. Un même pays, c'est pareil. Ce n'est pas parce que tu payes des impôts et tu meurs, parce que ton pays a besoin de toi quand? Il a besoin de toi à 2 occasions. Quand il veut ton sang, quand il veut ton argent. Quand tu veux mourir pour tes seigneurs, ils ont besoin de toi. Va à la guerre. Ou bien envoie tes enfants se faire tuer et tu recevras une photo et tu recevras une médaille. Voilà. Ça, si tu veux, tu le fais. Il a besoin de toi quand tu dois payer des impôts. Et qui va exiger des impôts? L'État. L'État, c'est quoi? L'État, c'est tout simplement une sorte de comité qui gère les affaires des riches, les affaires des classes dominantes, de ceux qui te dominent. Tu n'as strictement aucune parole dans l'État. Tu ne pourras pas gérer l'État. L'État t'écoute pas. Il fait ce qu'il veut. Regarde le nombre de décisions qui ont été prises sur les 10 dernières années et dis-moi quelle décision tu as pu influencer. Donne-moi juste une décision que tu as pu influencer. Donc, ce n'est pas ton pays et ce n'est pas ton État. C'est un pays où tu as le droit de te trouver en échange de donner ta vie, donner ton argent. Hein, et y a pas, c'est pas une relation des deux côtés. Hein, c'est une relation d'un seul côté. Hein. Toi, tu donnes, tu payes en sang et en argent, et puis tu payes à cette mafia qu'on appelle l'État qui est en train de gérer les affaires des classes qui te dominent. Tu comprends que, pardon, j'ai pas envie de mourir pour une usine à gaz comme ça, quoi. Voilà, c'est tout. Et donc l'avenir, relativement proche, parce qu'en fait, on voit que tout le temps qui s'accumule, là, il s'accélère. C'est un peu comme avec l'intelligence artificielle et les large language models. On voit bien que l'accélération vers le mur, elle est là. Et donc, en plus, on est dans une sorte de singularité, on va dire, avec, l'explosion de l'intelligence artificielle. Parce que bon, moi, c'est un domaine, qu'on a intégré en plus du domaine de la santé dans lequel je travaille, et je vois très bien que de semaine en semaine, je ne parle pas de mois, de semaine en semaine, il y a des changements absolument, phénoménaux. À la fois sur la rapidité de compute, à la fois sur la dextérité de ces modèles, la manière dont on peut les gérer, la manière dont on peut les utiliser. Et donc là, je vois donc encore le chasme dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un chasme, intellectuel, ou en tout cas un chasme de compétences générales. C'est-à-dire, avant, on avait plein de compétences différentes. On avait des gens qui étaient, très, très bien, pour construire des maisons, pour, fixer des choses, pour faire des choses avec leurs mains, par exemple d'excellents pâtissiers. Donc ça, c'était une forme de compétence. Après, on avait des compétences, un petit peu plus,
on va dire techniques, qui étaient comptabilité, assurance, business et cetera. Puis après on avait les compétences scientifiques qui étaient, un petit peu en avant de notre vie en essayant de voir qu'est-ce qui allait se passer pour résoudre des vrais problèmes en physique, en biologie et cetera. Là, on a l'impression qu'on a tout voulu, égaliser dans un certain sens. Bah, ça on n'a pas besoin, ça c'est pas grave, ça fait rien, bah, bah, bah et donc du coup, tout le monde a fait, en gros, sciences sociales, ethnologie, enfin je veux pas, c'est pas pour me moquer, c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, c'est une sorte d'une grosse escroquerie, totale où les universités ont fait beaucoup d'argent, les gouvernements savaient qu'ils allaient produire des gens qui ne pouvaient rien faire, qui étaient intégrables à rien. Alors tant qu'il y avait encore pas l'intelligence artificielle, on se dit bon, à la limite, ouais, ils vont travailler chez Uber, ils vont travailler chez Starbucks, enfin pourquoi. Bon, c'est pas du travail, mais c'est une sorte de revenu universel masqué. Bon, mais l'intelligence artificielle, la robotique, tout ça, là, ça va prendre tous ces boulots-là. C'est évident, c'est que les boulots qui ont quasiment aucun sens d'abord qui vont être pris. Et ensuite, à la fin du fin, les boulots avec le plus de sens. Mais donc, jusqu'à la fin, l'intelligence artificielle, ça va encore plus accélérer cette espèce de cataclysme socio-économique dans lequel on est. Et vu les dirigeants qu'on a, qui, à mon sens, sont les plus grands traîtres de tous les temps, parce que dans tous les pays, parce qu'en fait, les problèmes ne sont pas venus de l'extérieur nécessairement, ils sont venus parce qu'on les a laissés rentrer, les problèmes. On les a, et quelquefois, on les a magnifiés, on les a encouragés, on s'est enrichi là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec une classe complètement inutile, corrompue et manipulable qui sont nos gouvernements, et des citoyens qui sont dans une fourche. On est à un truc d'autoroute là, et qui va être largué, qui va être passé sous le bus. Mais et comment on va faire? Comment on va faire pour essayer de sauvegarder ce qui peut être sauvegardé? Ouais, c'est une très bonne question. Je pense que nos politiciens, moi je peux dire pour le Royaume-Uni, mais ça se voit aussi en France et dans d'autres pays, nous ont déclaré la guerre. Je pense qu'il est grand temps, hein, il est grand temps qu'on utilise les vrais concepts. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est une guerre contre nous. Parce que je peux comprendre de temps en temps un accident, une mauvaise décision, une corruption, je peux. Mais quand ça commence à devenir un effort soutenu sur des décennies, et que chaque fois qu'il y a un carrefour décisionnel, on prend la mauvaise décision, je veux dire, au bout d'un moment, il est grand temps de parler d'intention. C'est intentionnel ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de le faire exprès. Ils sont en train de dégrader notre niveau de vie, ils sont en train de dégrader notre qualité de vie, et puis voilà, nous impliquer dans de sales histoires. Il y avait par exemple, au Royaume-Uni, on avait le Covid. Pratiquement en 2022, le Covid s'est arrêté net, et puis on a embrayé sur un autre discours, celui de l'Ukraine. Aujourd'hui, le Royaume-Uni a signé même un accord de 100 ans pour payer l'Ukraine, pour donner de l'argent à l'Ukraine, sur 100 ans. Alors qu'on ne sait même pas comment des écoles seront financées la prochaine rentrée. Mais par contre, l'Ukraine, on garantit qu'on va payer pendant 100 ans, on va payer les retraites, payer les militaires, payer les fonctionnaires. Pourquoi? Parce que on est en guerre, et cette guerre, c'est une guerre asymétrique, c'est une guerre à sens unique, où ceux qui dirigent ont fait une guerre contre la population. Et ce qu'on est en train de voir, c'est un appauvrissement généralisé. La ville de Londres, hein, tu en parlais tout à l'heure, elle perd 8 millionnaires par jour. 8 millionnaires qui partent pas à Oxford, hein, qui partent à l'étranger. Le Royaume-Uni l'année dernière a perdu un millionnaire tous les 45 minutes. C'est une augmentation de 25% par rapport à l'année d'avant. On n'a pas encore les statistiques de cette année, mais c'est en train de s'accélérer. Les gens sont en train de partir parce qu'aujourd'hui, un citoyen, et en particulier un citoyen solvable, un citoyen qui gagne sa vie, un citoyen qui paye des impôts, eh ben, soit tu le mérites, soit tu le perds. Aussi simple que cela. C'est fini Mmh. l'ancienne histoire de vivre en France, ça se mérite. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas que vivre en France, ça se mérite. C'est la France qui doit me mériter. Si la France me mérite pas, si la France veut juste me piller, me prendre mon argent et puis me traiter comme moins que rien, c'est quoi? Il y a d'autres pays, hein. C'est fini tout ça. Depuis le Covid, et ça qui a été le grand déclencheur après le Covid. Depuis le Covid, on a réalisé une chose. On n'est plus prisonnier de pays. C'est fini tout ça. Parce que je me rappelle que on avait généralisé le travail à distance. Et plein de gens se sont dit: «Ah bon? Je suis plus obligé de rester prisonnier d'un pays? C'est ça. Ouais, je peux travailler à distance, mon entreprise, mon entrepreneuriat, tout ça. Je peux les faire depuis Dubaï, je peux les faire depuis Hong Kong, depuis Singapour. Qu'est-ce que je reste faire ici? À payer 60% de mes revenus à un État tentaculaire
qui me consulte pas, qui a ses priorités, qui les distribue à l'étranger, qui distribue dans des poursuites idéologiques sans lendemain. Alors que moi, je sors, je peux me faire attaquer d'un coup de couteau. J'emmène ma vieille à l'hôpital. Elle passait, il y a un gars, j'ai vu sur Twitter, il parlait. Il est chirurgien, il disait que sa mère, qui est âgée, elle a 80 ans, elle part à l'hôpital, elle passe, euh, elle passe 17 heures sur un brancard avant de voir un médecin. Il paye des impôts sur 200 000 euros. Hein, 200 000 euros. Il y a plein de pays qui sont très contents. Il y a plein de pays qui viennent nous attendre à l'aéroport avec des fleurs si on ramène 200 000 euros par an et qu'on paye des taxes sur 200 000 euros. Hein. Moi, j'ai un ami, il vit en Turquie. Il est parti à l'hôpital. Il arrive. Bonjour. Vous parlez quelle langue? Vous voulez un traducteur? Non, merci. Ça va en anglais? Ça vous va? Ok, je vais tout de suite il y a quelqu'un qui viendra vous accompagner. Quelqu'un vient t'accompagner, il parle ta langue, il t'emmène, tu vas au laboratoire, tu vas voir le spécialiste, tu vas voir le généraliste, tu vas à l'imagerie, tu vas tout ça. Tu sors 1 heure plus tard, tu as tout. Tu as ton bilan, tu as des médicaments, tu as ton ordonnance. Et si tu as passé 3 minutes à attendre, on s'excuse. Et tout ça pour 120 euros. OK? Voilà ce qui est en train de se passer. Alors qu'on a des systèmes, par exemple, de santé français et britanniques sur lesquels on verse des milliards et on a des vieux qui meurent dans les couloirs. Il est où l'argent? Il est où l'argent? Ce vieux, si ça se trouve, si on fait la comptabilité, il a peut-être coûté 25 000 euros pendant ces 17 heures qu'il a attendu dans un brancard. Il est parti où l'argent? C'est ça le truc. C'est que on est en train d'être pillé en Europe. On est en train d'être pillé par des systèmes de captation extrêmement bien rodés. Donc voilà, et c'est pour ça que je pense que de plus en plus de gens partiront et ceux qui resteront, ben, au bout d'un moment, quand ils auront le frigo vide, ils vont tous sortir ensemble et puis ce sera la pagaille. On appelle ça des révolutions des fois. Mais attention, c'est traître les révolutions. Hein. Donc ça sera la grande pagaille. Par la suite viendront des gens qui diront oui, nous incarnons l'esprit de la révolution et c'est reparti pour un tour. Ils vont encore vous lessiver encore une fois. Voilà. Bah, c'est assez stupéfiant de voir qu'en fait, ces pays qui étaient donc, tous avec des cultures, relativement riches d'innovation, de révolution, de révolution dans le bon sens du terme, c'est-à-dire pas une Mm. révolution politique et sanguine, mais des révolutions intellectuelles, philosophiques, mathématiques, scientifiques, de progrès, et cetera. On voit que les thèmes ont complètement changé. Les thèmes sociaux, enfin, je vois la comparaison puisqu'on parle des États-Unis. Bon, je travaille beaucoup aussi avec les États-Unis et puis avec les Émirats. Et là, vraiment, la première fois que je suis allée aux Émirats, à la fois à Dubaï, Abu Dhabi, dans le cadre professionnel, mais j'étais vraiment sidérée par le fait que j'avais l'impression d'arriver à Venise au XVIIe siècle. C'est-à-dire que c'est un espèce de dynamisme, des gens de partout dans le monde, une intégration, une rapidité, tout le monde cherchait à faire du business, tout le monde cherche à des solutions, et cetera. Et ce dynamisme-là, on l'avait il y a des siècles. On avait un espèce d'engin porteur au moins d'espoir, au sens où bon, on va aller voir d'autres continents, on va aller chercher d'autres choses, on va se projeter. Bon, tout ça, là, on est passé tout à fait à autre chose. Et quand on compare avec quelque chose de plus ancien comme les États-Unis, on voit que c'est ça qu'ils recherchent à l'heure actuelle, qu'il y a cette volonté de renaître pour les États-Unis, pour les Américains. Donc ça, même si on n'est pas américain, on peut le comprendre. Même si on dit bon, bah, voilà, je suis pas américain, ça m'arrange pas, mais bon, manifestement, ils ont choisi pour eux, ils vont faire pour eux. Bon, bah, c'est chacun pour soi. Enfin, en fait, ils votent avec leur pays, ils votent pour leur pays. Donc, mais au moins, on a l'impression qu'ils sont scindés comme pays. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ressemble à des États-Unis d'Amérique, même si de Floride à Californie, c'est pas du tout la même chose. Mais il y a quand même, on est américain et puis après on est de l'Idaho, de Washington, de Floride, etc. Mais on est d'abord américain. Et ça, j'ai l'impression qu'en Europe, on l'a perdu. Je pense que donc en Angleterre, comme tu dis, ça n'a pas l'air ça a pas l'air d'exister ou plus d'exister en tout cas. Et donc moi, je me demande si en fait il va y avoir cette extinction qui va se passer dans un silence total. Ça va être une extinction, voilà, très très lente et très silencieuse. Ou alors est-ce que, comme tu dis, à un moment donné, il va quand même y avoir, des sursauts, peut-être violents, peut-être, inadéquats, mais des sursauts quand même. Donc qu'est-ce que tu en penses?
Il y a toujours un risque de sursaut et sursaut dans le mauvais sens du terme. Ça signifie, c'est pas, ça sera peut-être un, moi, ce que j'aurais espéré, c'est un sursaut, comme par exemple le sursaut américain, qui est un sursaut politique, où ils se disent, on va reprendre notre destin en main, même si, moi, juste, toujours dans mon cadre de transparence, je suis ni pro-Trump ni anti-Trump, je suis réaliste sur Trump. Je regarde, j'observe, mais je pense que les dégâts qui ont été faits pendant des décennies, je ne crois pas que Trump va les résoudre en 4 ans. Il fait ce qu'il peut, mais je crois qu'il faudra des décennies pour résoudre les problématiques et je suis sûr que certaines, on pourra jamais les résoudre parce que les industries qu'on a chassées, les gens qu'on n'a pas formés, tout ça, on va pas les trouver du jour au lendemain. Donc, ce qui se passe, j'aimerais dire aux gens, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui dépriment quand ils entendent parler de l'état du monde, j'aimerais vous dire un truc. Le monde va très bien, le monde ne va pas mal, le monde ne vit pas dans le marasme, le monde ne vit pas dans la peur d'un cataclysme climatique, le monde ne s'interroge pas si les hommes doivent aller dans les toilettes des femmes ou pas. D'accord? Tous les pays sont en train de s'en sortir, sauf ceux qui ne le veulent pas. N'importe quel pays s'en sort aujourd'hui, sauf les pays qui ne souhaitent pas s'en sortir. Donc, c'est pas parce que le Royaume-Uni est en train de s'effondrer, que l'Allemagne est en train de s'effondrer, que la France est en train de s'effondrer, qu'il faut croire que toute la planète est pareille. Non, la planète va très très bien. On va à Dubaï, effectivement, création d'entreprises, dynamisme, invention, salon, des gens de partout, des gens brillants, des gens entreprenants qui viennent de partout. Ces gens-là, on les aurait chassés en France. Ces gens-là, on les aurait bloqués par des réglementations, on les aurait taxés à mort pour justement qu'ils dégagent, qu'ils déguerpissent. Et cette brillance qu'on est en train de chasser de l'Europe, elle est en train de se retrouver justement à droite, à gauche dans le monde, et puis elle est en train d'essaimer, elle est en train de fabriquer le monde de demain, auquel l'Europe ne participe pas parce qu'elle ne veut pas y participer. Donc l'Europe est vraiment en train de s'exclure. C'est pas juste. Je donne un exemple. Avant, par exemple, quand on disait qu'on veut faire une grande réalisation, on va faire le tunnel sous la Manche. Voilà une méga réalisation. On va créer Airbus Industrie. On va créer le Concorde. On va créer le TGV. Donc c'était ça la réalisation. On se mesurait à la civilisation et aux autres peuples par des réalisations grandioses. Aujourd'hui, on va interdire le chauffage. On va interdire l'avion. On va donner des primes à la casse pour les chalutiers. On va demander à des fermiers d'arrêter de produire et de laisser leurs terres en friche. Hein. On va interdire les véhicules. Voilà ce qu'on est en train de faire. Et demain, rien ne nous dit que demain on peut avoir quelqu'un qui arrive en France qui dit bon, moi je prends mes responsabilités, je ferme Airbus Industrie. C'est fini. Il y a les avions font trop de dommages au climat, on ferme. Et en fait, aujourd'hui, l'Europe se mesure parce qu'elle détruit. C'est comme ce qu'ils ont fait en Espagne. L'Espagne, à un moment donné, a été le premier pays en destruction de barrages et de retenues d'eau et tout ça, y compris des retenues d'eau qui avaient été faites pour protéger des vies humaines contre les inondations. Et après, ils ont eu les inondations de Valence. Et on a accusé le climat. Les inondations, Valence, elle en connaît 3, 4 par siècle. Depuis un temps immémoriel. Avant même que les avions, avant même que les 4x4 étaient là. Sauf qu'aujourd'hui, non seulement on commet un crime en supprimant des barrages qui protégeaient des vies humaines, et quand des vies humaines sont perdues, on accuse le climat pour justifier et donner un alibi encore pour aller plus loin dans son crime. Donc, ce que je cherche à dire par là, c'est que le monde va extrêmement bien. Dubaï va bien, la Chine va bien, Hong Kong va bien, les États-Unis vont mal, mais ils cherchent à faire des efforts au moins pour essayer d'inverser la tendance. C'est vrai. La France, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique sont dans un discours apocalyptique, sont dans une lancée idéologique où on se mesure par la destruction. Et pour finir ma réponse, je pense que, par exemple, les Français, ce qu'ils devraient faire, ils devraient s'équiper d'une nouvelle constitution où ceux qui viennent au pouvoir n'ont pas le droit de détruire des choses pour des raisons idéologiques. On vient gérer le pays, on vient pas le détruire. Parce que on est à l'abri de rien. On prend des industries comme l'industrie automobile qui emploie énormément de gens en France, elle est en train d'être détruite. Il y aura beaucoup d'emplois perdus, il y aura des budgets énormes, des flux financiers qui partiront à l'étranger. Parce que le monde, faut dire une chose, quand la France détruira son secteur automobile, il ne faut pas croire que les gens à l'étranger vont rouler en âne ou à pied ou à vélo. Ils ne vont pas pédaler, il ne faut pas croire ça. Ils vont tout simplement fabriquer d'autres voitures et acheter d'autres marques. Simple. Si demain, la France ferme Airbus Industrie, les gens ne vont pas traverser les océans à la rame. Hein. Ils vont acheter des avions chinois, comme le Comet, ils vont acheter des Boeing, ils vont acheter d'autres choses, des Embraer chez les Brésiliens, et puis, ma foi, l'Europe, elle aura disparu. Elle aura disparu. Qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Le monde continuera à vivre sans l'Europe. Le monde n'a pas besoin d'Europe pour vivre. Mais l'Europe a besoin d'elle-même. Donc, si l'Europe veut se détruire, ok, si le peuple laisse faire et continue à juste regarder la télé et puis suivre des séries Netflix sur 15 ou 20 épisodes, bon, voilà.
leur destin se jouera sans eux. Alors Aldo, pour finir cette conversation très intéressante, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités, c'est-à-dire quelle est ta la recette de cette vie, très intéressante que tu mènes? Quelle est la weird sauce, la sauce étrange que tu pourrais recommander à nos auditeurs? La sauce étrange, je pense qu'il faut s'informer, il faut s'informer beaucoup. Il faut lire, il faut voyager, il faut rencontrer du monde, il faut communiquer avec le maximum de gens et il faut donner, donner aux gens. Il faut essayer de d'aider son prochain, ne serait-ce que par la bénédiction de l'éveil, ne serait-ce que par partager une information et plus on donne, plus on reçoit. Je pense que c'est la sauce miracle. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement et puis, bien sûr, le nouveau commandement: «Aimez-vous les uns les autres». Ça aussi, ça fait partie de la sauce mystère. Alors Aldo Osteron, merci pour le temps que tu nous as accordé et puis, à très bientôt sur les réseaux sociaux et la technologie où on mettra tous les liens pour, les auditeurs pour te retrouver sur, ton travail. Merci encore. Avec plaisir, c'était un grand plaisir d'être ici. Merci encore. If this conversation stopped you in your track, share it with your network. You never know whose life you might change for the better. Thank you for listening. Stay curious about our next guest and stay curious about life.